Ce que nous ferons ce soir avec Nona Meyer, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup travaillé déjà, émérite. J'ai blanchi sous le... Voilà. Et à Sciences Po, qui étudie depuis de longues années, 1984, ça fait quand même quelques années. Oui, ça fait quand même quelques années. L'extrême droite, le Front National, son implantation politique, sociologique, ses évolutions tactiques et stratégiques. Avec d'autres, elle a conduit de nombreuses enquêtes de terrain, ce qui est important, ce qui n'est pas toujours fait, et analysé les résultats électoraux. Elle s'est intéressée bien sûr au Front National, aux extrêmes droites en Europe et en lien avec d'autres chercheurs européens. Récemment, elle a publié Les faux semblants du Front National, sociologie d'un parti politique dont on peut discuter, on discutera sans doute un certain nombre d'analyses. Elle a également publié, je crois la même année, Les Inaudibles avec Céline Braconnier, Les Inaudibles, sociologie politique des précaires, sur ces précaires qui sont des perdants involontaires de nos sociétés. Et puis sur d'autres sujets, puisque c'est à cette occasion que nous nous sommes connus, sur des travaux sur les mondes politiques en agriculture. À quelques mois des élections de 2017, donc cet exposé de Nona Meyer à qui je donne la parole, et notre débat qui va suivre, nous semble vraiment très nécessaire. À vous donc. Merci. Contrairement à mon habitude, je ne vous infligerai pas un PowerPoint. On s'est dit que ça serait plus intime, moins formel, de parler juste avec les mains. Donc, effectivement, ça fait très longtemps que je travaille sur le Front National, puisque c'était à l'époque où je terminais d'écrire ma thèse, au milieu des années 80, après les succès de Dreux et ceux des élections européennes de 1984. On parlait à l'époque que j'ai commencé à travailler sur le Front National en terminant une thèse sur les petits commerçants. Et à l'époque, on parlait déjà, on s'inquiétait énormément de la montée du Front National. Mon Dieu, il avait dépassé 10% aux élections européennes de 1984. Aujourd'hui, il frôle les 30%. Donc, ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé pour tripler le score électoral de ce parti. Et je vais le faire en accent sur sa dynamique électorale, parce qu'évidemment, on ne peut pas étudier uniquement la dynamique électorale. Il faut derrière ça voir le parti, son leadership, les militants, les cadres. On y reviendra peut-être dans la discussion. Mais là, je m'intéresse plutôt à cet angle électoral qui est celui que je connais le mieux. Et effectivement, je m'appuierai sur un livre collectif, parce qu'il est co-dirigé avec Alexandre Deshaies-Haussouet et Sylvain Crépon. C'est 3 générations de chercheurs qu'on a réunis dans ce livre pour travailler sur tous les aspects du Front National, pour le coup, les cadres, les militants, les programmes, la rhétorique, pour voir ce qui avait changé à partir du moment où Marine Le Pen a repris ce parti en 2011. Et si vous avez échappé au PowerPoint et à la photo en grand de Marine Le Pen sur son programme, dont je vous conseille la lecture, notamment le raccourci qui figure sur son site internet. Et la thèse de ce livre, Les faux semblants du FN, c'était un peu la déconstruction de la thèse de la dédiabolisation. Bien sûr, elle a changé par rapport à son père. Il y a un point sur lequel elle est très différente, c'est celui de l'antisémitisme. Et si on a le temps, on reviendra sur une interview de Louis Alliot, son compagnon, qui montre très... Ça, c'est un moustique qui m'aime, qui montre très clairement que quelque chose a changé. D'ailleurs, elle s'est disputée à plusieurs reprises dans le temps avec son père. Elle a boudé le bureau politique plusieurs mois. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Ça devient un tabou. Peut-être pas pour ses sympathisants, ses militants, mais pour elle, oui. Mais pour le reste, la dédiabolisation, dont son père parlait déjà à l'époque, mais qu'elle a poussé beaucoup plus loin, c'est surtout de la rhétorique. Et c'est quelque chose qui n'est pas propre à Marine Le Pen et à son parti, mais à tous ces partis, ces droites radicales, populistes, eurosceptiques qui se développent sous des formes très diverses en Europe. Aujourd'hui, elles se vendent sous les habits de la démocratie. Donc Marine Le Pen présente son parti comme le champion de la démocratie et des libertés, et des droits des femmes, et des droits des homosexuels, et des droits des juifs, un rempart contre l'islam, ce qui est très habile. Et c'est ça la stratégie de la dédiabolisation, c'est-à-dire, c'est pas nous les racistes, c'est eux. Mais au-delà, ce que je voudrais essayer de vous montrer, moi, du point de vue électoral, parce que d'autres dans le livre l'ont fait du point de vue des programmes, ou du point de vue du cœur du programme, je voudrais vous montrer que ça n'a pas tellement changé, que les fondamentaux du parti sont restés les mêmes, et que les grandes structures de cet électorat n'ont pas beaucoup bougé. Simplement, le niveau monte. Il monte partout, dans toutes les catégories, mais toujours dans certaines, plus que d'autres.
Donc, ce que je voudrais voir, c'est 3 points, en fait. Et puis, interrompez-moi si je m'emballe. Le premier point, ça sera rappeler la dynamique électorale, parce qu'il y a une véritable dynamique. Et montrer qu'elle a effectivement conquis des catégories a priori improbables. Et ça, c'est effectivement lié à la stratégie de la dédiabolisation. Mais dans un deuxième temps, et je m'appesanterai plus là-dessus, je montrerai comment les structures fondamentales, les motivations, le profil de cet électorat, celui de la fille, est très semblable à celui du père, en dehors d'une différence de niveau. Et enfin, je voudrais voir 2017. Donc, je ne sais pas si j'ai la solution, certainement pas. Que faire? Les chercheurs ne savent pas ce qu'il faut faire, mais ils essaient d'analyser, ce qui vous permet ensuite à vous de voir ce qu'il faut faire. Et j'essaierai d'avoir un discours peut-être un peu positif, parce qu'il y a des forces de ce parti à l'horizon 2017, mais il a aussi ses faiblesses. Et rien en politique n'est jamais joué d'avance. Donc, on terminera là-dessus. Alors, d'abord, la dynamique électorale. Alors là, j'avais fait des très très beaux graphiques, mais je vais vous les résumer. C'est une ligne montante. Jean-Marie Le Pen était arrivé en très petite forme à l'élection présidentielle de 2007. On était aux alentours de 10% et le parti est aux alentours de 4% aux législatives qui suivent. Eh bien, à partir du moment où Marine Le Pen reprend les rênes, là, c'est une remontée à des sommets jamais atteints, puisqu'on arrive à 15% au cantonal de 2011, près de 18% à la présidentielle de 2012, presque 25% aux européennes de 2014, 25% aux départementales de 2015 et au premier tour des élections régionales de 2015, presque 28%. Et si je regarde le second tour, c'est un peu moins, c'est 27%, mais là c'est un niveau record de voix mobilisées par ce parti, puisqu'on est à 6,8 millions, 800 000 de plus que Marine Le Pen dans une élection présidentielle, qui est quand même la plus mobilisatrice. Et bien sûr, il faut tenir compte du faible degré de mobilisation de l'électorat. C'est une élection où un électeur ou une électrice sur deux est resté à la maison. Mais même calculé par rapport aux inscrits, le Front National fait un record absolu, 15,06% des suffrages exprimés. Il dépasse la barre des 15%, ce que Jean-Marie Le Pen n'avait jamais fait dans ce deuxième tour des régionales. Donc, incontestablement, il y a une dynamique électorale. Ça serait la première chose que je voudrais vous montrer. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, et on a beaucoup glosé dessus dans les médias qui ont vendu la stratégie de la dédiabolisation comme si elle était achevée et faite avant même qu'elle ait commencé, il y a des catégories improbables qui se sont tournées vers le Front National. Il y a des travaux, par exemple, sur les électeurs qui se déclarent de confession juive dans les sondages, ce qui est une partie des juifs. On peut être juif et ne pas se déclarer de religion juive, on peut être simplement de culture juive. Si on prend ceux qui se définissent par la religion, Jérôme Fourquet a fait un travail en regroupant une dizaine d'enquêtes, et il a montré que, alors qu'en 2002, les électeurs et les électrices de confession juive, il y en avait à peu près 4% qui disaient qu'ils avaient voté pour Le Pen, on dépasse les 13% quand c'est Marine Le Pen, en 2012. Alors bien sûr, c'est à prendre avec des précautions, mais c'est un indice parmi d'autres. Et on entend, quand on fait des entretiens cette fois-ci, des interviews sur le thème, c'est un rempart contre les Arabes, c'est un rempart contre les immigrés. Donc, ça représente quasiment rien, l'électorat juif dans la société française. C'est quelque chose comme 0,5% de l'électorat, au-delà de tous les fantasmes qu'on a. Et le vote juif n'existe pas. Il y a des votes juifs. C'est un électorat divisé comme tous les électorats. Mais c'est un symbole. Et pour Marine Le Pen, c'est une prise de guerre. La deuxième catégorie improbable, c'est les gays. Pourtant, Dieu sait que le père tapait sur les homosexuels. Là, il y a une enquête. Il y a plusieurs enquêtes. Il y en a une qui est très intéressante, qui est faite par Sylvain Brouard. Il ne demande pas aux personnes quelle est leur sexualité. Il demande simplement quel est le sexe de votre compagnon, compagne, et il regarde si le vote dans les couples de même sexe est le même que chez les couples hétérosexuels. Et on constate effectivement que chez les hommes, dans les couples masculins, il y a une très nette montée et du vote de gauche d'un côté, mais aussi du vote pour le Front National qui avoisine le quart en 2012. Donc là aussi, c'est quelque chose qui interpelle et que Marine Le Pen met en avant dans ses prises de guerre. Troisième catégorie qu'elle met en avant, les fonctionnaires. Très longtemps,
les fonctionnaires et le service public a voté beaucoup plus à gauche que le secteur privé. Là, il est en train de se passer quelque chose, en particulier chez les fonctionnaires de catégorie C, tout en bas de l'échelle, et en particulier dans la fonction publique hospitalière. Là, Luc Rouban, qui fait des travaux depuis très longtemps sur l'évolution du rapport aux politiques des fonctionnaires, nous montre un chiffre qui est de l'ordre de plus du tiers au régional de 2015 de vote pour les listes FN dans cet électorat. Là aussi, c'est un signe que quelque chose est en train de se passer. Et puis, je pourrais multiplier l'exemple. J'en prendrai un seul, puisque j'étais hier à la CFDT pour un exercice un peu similaire à celui que je fais aujourd'hui. Et là aussi, il faut se méfier des sondages. On demande quel est le syndicat pour lequel vous avez le plus de sympathie, où vous vous sentez le plus proche. On demande la sympathie pour FO, CGT, CFDT. Aux européennes de 2014, le vote Front National est de 33% à FO, 22% à la CGT, 17% à la CFDT. Mais au régional de 2015, 33% FO, ça n'a pas bougé, 27% à la CGT, ça a augmenté de 5 points, 26% à la CFDT, ça a augmenté de 9 points. Donc si on regarde ces chiffres, on se dit oui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Mais bien sûr, la réalité est plus complexe, parce que le niveau de soutien à cet électorat monte partout, dans toutes les catégories de la population. Et ce n'est pas là qu'il a monté le plus, c'est dans les bastions, et en particulier dans les milieux populaires, mais pas n'importe lesquels, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors là, je voudrais déconstruire un certain nombre d'idées reçues à propos du Front National. La première, c'est le gaucho-lepénisme. C'est un de mes thèmes de débat avec mon collègue Pascal Perrineau. C'est une très jolie expression, gaucho-lepénisme. C'est comme si l'extrême gauche et le Parti communiste sautaient dans les bras de l'extrême droite, sans intermédiaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. On verra ensuite pourquoi. Mais en tout cas, si je me contente de regarder qui vote pour le Front National, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, quelle que soit l'élection, quels que soient les candidats, plus on est à droite et plus on vote pour ce parti. Contrairement à ce qu'elle avance, elle n'a pas conquis la gauche. C'est plus compliqué. En gros, en 2015, on passe de 10%, moins de 10% dans les 5 premières cases de l'échelle gauche-droite à 65% tout au bout. Et la majorité des électeurs des listes FN en 2015, la très grande majorité, ils se situent à droite ou ni à gauche ni à droite, c'est-à-dire au centre de l'échelle. Là, il y a une jolie bosse. Là, Marine Le Pen fait encore mieux que son père. Elle attire les gens qui se mettent au milieu parce que c'est une bonne manière de se dire ni de gauche ni de droite, où il y a peu de vrais centristes authentiques et convaincus. Mais l'ensemble des électeurs qui ont voté les listes FN 2015 et qui se situent dans les 5 premières cases de l'échelle gauche-droite, c'est une échelle en 10, ils pèsent 5% dans l'électorat de Marine Le Pen. Donc bien sûr, il y a des gauchos-lepénistes. Mais franchement, le tropisme, il est droitier. Et ça n'a pas bougé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on se situe sur l'échelle gauche-droite, il faut bien voir qu'une majorité des Françaises et des Français aujourd'hui considèrent que la gauche et la droite, ça ne veut plus rien dire pour les autres, pour les partis politiques. Mais eux et elles se classent très volontiers sur l'échelle gauche-droite et elles savent très bien où elles sont. Et ça correspond à des valeurs. Si vous demandez par exemple la question classique, voilà une liste de propos qu'on entend parfois, il y a trop d'immigrés en France. Vous-même diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas, pas du tout. Ça, c'est une variable clé pour comprendre le vote pour Marine Le Pen comme pour son père. Prenons 2015, je prends simplement cette question. Ceux qui pensent, tout à fait ou plutôt d'accord, qu'il y a trop d'immigrés, il y en a 22% à gauche, ceux qui ont voté pour un parti de gauche ou écolo en 2015. Il y en a 60% à droite. Il y en a plus de 90% chez les électeurs Front National. Et quelle que soit l'élection, il y a une caractéristique d'un électorat au demeurant très divers, c'est le rejet de l'autre. De l'immigré, de l'étranger, des Africains, des Noirs, des musulmans, au premier chef. Et la deuxième caractéristique, et je vous ferai grâce des tableaux, c'est tout ce qui montre une vision autoritaire de la société. Le désir de rétablir la peine de mort. Ça monte de manière linéaire, selon qu'on se situe à gauche ou qu'on se situe à l'extrême droite de l'échelle gauche-droite, selon qu'on vote à gauche ou que l'on vote pour les listes du Front National. Donc ça n'a pas bougé. Et il faut en avoir conscience. C'est pas n'importe quels électeurs
qui votent pour ce parti. C'est des gens qui, dans leur quasi-totalité, sont polarisés contre les immigrés et qui veulent de l'ordre, rétablir l'ordre dans la société. Et quand on regarde leur rejet de l'Union européenne, dont on parle beaucoup, et Marine Le Pen en parle encore plus que son père, on voit que ceux qui trouvent qui ont un jugement globalement un peu... L'idée que la France n'a pas bénéficié de l'Union européenne, question classiquement posée, c'est 55% des électeurs Front National en 2015 ou régional, c'est 33% à l'extrême gauche et au PC. Mais c'est absolument pas pour les mêmes raisons. Quand on regarde du côté de l'extrême gauche et du PC, c'est contre le grand capital, contre la dérive libérale sur le plan économique. Mais quand on regarde les électeurs de Marine Le Pen et du Front National, à 90%, c'est parce que pour eux, l'Europe, c'est la crainte qu'il y ait plus d'immigrés. C'est l'Europe perçue comme la porte ouverte sur l'immigration. Donc ils sont très cohérents sur toutes les questions qui ont à voir avec l'autre. C'est toujours vu à travers le filtre de la peur de l'immigré et de la peur de l'autre. Alors, si je continue, à partir de là, vous avez leur positionnement sur l'échelle gauche-droite, vous avez leurs valeurs, mais ça correspond aussi à un profil social. Le vote pour le Front National, il change à chaque élection, parce que chaque élection est unique, il n'y a pas les mêmes candidats, il n'y a pas les mêmes enjeux. Donc ça change à chaque fois. Mais il y a une chose qui ne change pas, sauf en 84. Depuis 84, à toutes les élections, le facteur le plus prédictif, ce qui me permet le plus de savoir si quelqu'un va voter ou non pour le FN ou Le Pen, c'est le diplôme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des technocrates, des hauts fonctionnaires, des très diplômés qui votent pour le Front National. Il y en a beaucoup dans l'entourage de Marine Le Pen. Mais en termes de grand nombre, les probabilités, elles sont multipliées par 3, selon qu'on n'a pas fait d'études ou qu'on a au moins le bac. Et ça fait une petite bosse. C'est chez les personnes qui ont un petit diplôme, qui ont un brevet professionnel, qui n'ont pas le bac, mais qui ont un petit diplôme qui les mènera sur une voie de garage, qui ne les amènera pas à une belle position dans la société, qui ont du ressentiment à l'égard de ceux qui ont le bac. Eh bien, en 2015, dans cette catégorie-là, primaire supérieure pour aller vite, le vote Le Pen, le vote Front National, dépassait les 45%. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve à chaque élection. Le diplôme est la meilleure manière de pouvoir prévoir ce vote. Parce que c'est à la fois une position sociale et le ressentiment contre ceux qui ont le diplôme, et bien sûr, théoriquement au moins, l'école donne les moyens de réfléchir, de rejeter les préjugés, d'avoir de l'esprit critique. Et ne pas avoir de diplôme rend plus réceptif au discours simplificateur.